La cigarette a été pensée pour faire en sorte qu'on développe de plus en plus de récepteurs nicotiniques, pour développer l'addiction, clairement. Et en fait, plus ces récepteurs sont en quantité, plus ils créent une dépendance. Et malheureusement, ils ne disparaîtront jamais, ces récepteurs. Donc une fois qu'ils sont là, ils sont installés, on va peut-être réussir à les endormir en se sevrant de la nicotine, mais ils resteront là pour toujours. Et si on rallume une cigarette, tous les récepteurs vont se rouvrir. AVS avec Philippe Robichon. AVS sans tabac ce matin avec mon invitée Alice Denoise. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes tabacologue, vous êtes créatrice du site internet Le Déclic Anticlope. Et après avoir travaillé dans l'industrie du tabac, vous avez décidé de passer de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que vous y avez vu dans l'industrie du tabac ? Au début, plein de choses magnifiques, parce que c'était vraiment, pour moi, le monde des paillettes. J'étais moi-même fumeuse. Donc j'étais ravie de... Depuis l'âge de 11 ans, dites-vous. Ouais, j'ai commencé ma première cigarette à 11 ans. Après, je suis vraiment devenue fumeuse, comme beaucoup de personnes au lycée. Et non, j'étais vraiment très très fan de tabac. Moi, je collectionnais les paquets de cigarettes. Mes parents étaient des très gros fumeurs. Donc quand on m'a dit que j'allais travailler pour un budget tabac, j'étais très très contente. Surtout que c'était une belle marque féminine, qu'on voulait repositionner en Chanel. Donc ça me parlait, quoi. Ça faisait travailler les cordes sensibles. Et puis en fait, assez rapidement, au bout d'un an, 1 an et demi, j'ai commencé à me dire que je voyais des trucs un peu bizarres. Notamment des paroles des clients, tout simplement. Le fait qu'aucun de mes clients fume déjà. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire les gens de cette marque. Voilà, parce que moi, en fait, je travaillais pour une agence de communication. Donc, j'étais un fournisseur, en fait, mais officiel. Je travaillais que pour l'industrie du tabac. Et en fait, aucun de mes clients ne fumait. Et puis après, voilà, il y avait des petites phrases dites par-ci, par-là qui étaient un petit peu étonnantes. Genre, ne fume pas ces cigarettes-là parce qu'elles sont aussi dangereuses que les autres. Alors que nous, on était en train de faire la promotion, justement, du côté un peu authentique de ces nouvelles gammes. Un peu plus light, d'ailleurs, même. Un peu plus light, un peu moins chargé en produits. Voilà, bref, plein de choses comme ça. Et puis, surtout, moi, je voyais bien qu'en continuant à fumer, ma santé commençait à se dégrader, alors que j'étais pas très vieille. J'avais 28 ans, 27 ans. Et je me suis dit que voilà, à un moment, il fallait que je passe de l'autre côté. Et vous avez vu votre grand-mère qui meurt d'un cancer du poumon. Et là, vous comprenez que finalement, vous réalisez ce que c'est que de mourir du tabac. Je réalise ce que c'est que de mourir du tabac. Je réalise ce qui m'attend si je continue comme ça. Parce qu'à l'époque, je fumais 1,5 paquet par jour. Donc c'était quand même une sacrée quantité. Et puis j'étais engagée là-dedans. Enfin, je sentais que j'étais vraiment complètement accro. Et surtout, je réalise ce que je vends. Je réalise le mal que je fais tous les jours en pensant, en jouant à la comédie, à vendre soi-disant des produits glamour, sexy et tout ce qu'on veut, alors qu'en fait, je vendais de la mort, quoi. Alors vous publiez aujourd'hui J'arrête de fumer facilement et pour de bon, 21 jours pour avoir le déclic. L'éditeur c'est Erol. Alors il faut noter que votre livre ne parle que de cigarettes. Oui. Pas de joint, vous voulez dire ? Ouais. Si, j'en parle. Non mais là vous parlez de J'arrête de fumer. J'arrête de fumer la cigarette. La cigarette, vous parlez pas de J'arrête de fumer les joints, la chicha et... Non, mais après les mécanismes sont les mêmes et les personnes qui fument des joints, et surtout les personnes qui fument de la chicha, faut être sincère, se retrouveront dans le livre, ça c'est sûr. Après les joints, il y a d'autres problématiques derrière, en effet, mais c'est un bon début. Mais vous avez des gens qui fument des cigarettes tous les jours et qui vous disent oui, je veux bien arrêter le tabac, mais je veux pas arrêter de fumer autre chose. Et dans ces cas-là, il faut qu'on discute. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que le problème, en fait, là-dedans, ces personnes font ce qu'elles veulent, évidemment. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a du tabac dans ces autres choses, ça maintient cette dépendance à la cigarette et surtout à la nicotine, qui est problématique, sachant que le problème n'est pas la nicotine, mais les produits chimiques qui sont ajoutés dans le tabac. Et quand vous parlez de 21 jours, c'est pas 21 jours pour s'arrêter, mais c'est 21 jours pour s'y préparer. Voilà, le concept là de ce livre, c'est ça, c'est 21 jours pour se préparer, parce qu'on a souvent trop tendance à se dire que l'arrêt du tabac se résume au moment où on arrête de fumer, où on écrase sa dernière cigarette. Et qu'on bascule dans le monde magique des non-fumeurs. Voilà, et ça veut aussi dire que si on résume l'arrêt du tabac à cet instant où on arrête de fumer, c'est qu'on ne pense pas à la préparation, mais on ne pense pas non plus à toute la phase d'après où il va falloir entretenir la motivation. Alors, j'ai appris dans votre livre que si on a été un fumeur régulier, alors on ne pourra jamais devenir un fumeur occasionnel. Pourquoi ? C'est une question de récepteurs. Les récepteurs à la nicotine dans le cerveau, en fait, plus on fume, la cigarette a été pensée comme ça, pour faire en sorte qu'on développe de plus en plus de récepteurs nicotiniques, pour développer l'addiction, clairement. Et en fait, plus ces récepteurs sont en quantité, plus ils créent une dépendance. Et malheureusement, ils ne disparaîtront jamais, ces récepteurs. Donc une fois qu'ils sont là, ils sont installés, on va peut-être réussir à les endormir
en se sevrant de la nicotine, mais ils resteront là pour toujours. Et si on rallume une cigarette, tous les récepteurs vont se rouvrir. Donc ça, ce sont les fameux récepteurs nicotiniques. Comment est-ce que la cigarette agit sur le cerveau? Expliquez aux gens comment ça se passe finalement. En fait, elle agit à 2 niveaux. Au début, elle agit au niveau de la zone de la récompense, qui est un petit noyau dans le cerveau où dès qu'on fait quelque chose qui nous maintient en vie ou qui perpétue l'espèce, le cerveau envoie une petite dose de dopamine pour qu'on ressente un plaisir et qu'on ait envie de recommencer à boire, à manger, à faire l'amour, des choses comme ça. Sauf que dans le cerveau, quand on a cette production de dopamine, on a un agent régulateur qui va faire le tri pour enlever les trop pleins de dopamine, pour qu'on ait juste la bonne dose. Sinon, on serait accro au sexe, on serait accro à la nourriture. Et la cigarette, la nicotine de la cigarette va se clipper au même endroit, va produire de la dopamine de la même façon, sauf que dans la fumée de cigarette, il y a plein de produits chimiques qui sont rajoutés, comme le sucre. Et le sucre, sa caractéristique, c'est qu'il va aller bloquer cet agent régulateur. Donc à chaque bouffée de cigarette, le cerveau va être inondé de dopamine, et comme il n'aime pas gâcher, il va créer des nouveaux récepteurs. On rajoute du sucre. On rajoute du sucre. Il y a du sucre présent naturellement dans les feuilles quand elles sèchent, mais ils en rajoutent. Ouais, ils en rajoutent. D'accord. Vous dites qu'elle agit sur 2 niveaux. Donc on a vu les récepteurs, et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est le cortex préfrontal. C'est là où se jouent toutes les habitudes, tous les conditionnements. Par exemple, Pavlov. Tout le monde, beaucoup de personnes ont entendu parler de cette expérience du chien et de sa gamelle, de la sonnette et de la gamelle, où Pavlov, à force d'associer la sonnette et la gamelle, au moment de présenter le repas au chien, de le répéter tous les jours. Un jour, il est arrivé, il a juste sonné la cloche à l'heure dite, et le chien a salivé parce qu'il avait associé sonnette et gamelle. Et là, c'est la même chose. C'est ce que vous appelez les cigarettes Pavlov, en fait. Oui, alors il y a ces cigarettes Pavlov là, mais après, il y a plein de conditionnements. Qu'on peut associer, par exemple, à un café. Voilà. À la pause. À la pause, voilà, c'est pas forcément un produit, ça peut aussi être une situation. Il y a beaucoup de gens qui disent ma pause, c'est ma cigarette. Ouais. Donc il y a l'association des deux. Il y a l'association des deux. Après, la pause, il y a un côté un peu psychologique aussi, parce que c'est une cigarette qui, du coup, va être apaisante, qui va être l'occasion de se remettre dans sa bulle. Donc elle est associée à des émotions, cette cigarette. Donc il y a vraiment 2 pans de la dépendance psychique, parce que c'est de ça dont on parle là. Il y a la dépendance comportementale, donc qui est vraiment liée au comportement, aux autres produits qu'on va consommer. Et il y a la dépendance psychologique qui est liée à la gestion des émotions, positives et négatives. On reviendra sur les émotions. On va rester sur notre cerveau. Donc dans le cerveau, quel est l'agent qui est addictif et qui nous rend accro? C'est la nicotine. C'est la nicotine, mais la nicotine, comme je le dis souvent, c'est vraiment le cheval de Troie. C'est un peu comme de la caféine, la nicotine. Seule, elle n'est pas toxique du tout. Personne n'est jamais mort d'une overdose à la nicotine. Ce qui est toxique dans la cigarette, c'est le fait qu'elle soit allumée, donc qu'il y ait de la combustion. C'est ça qui va aller créer du monoxyde de carbone et des goudrons. Et après, c'est tous les autres produits chimiques qui sont rajoutés pour rendre la cigarette ultra addictive. Et donc le cerveau est addict, est accroché à ce shoot de nicotine, c'est ça? Exactement. Et vous expliquez que l'industrie du tabac, qui l'a très vite compris, s'est attelée à faire en sorte que cette nicotine arrive le plus vite possible au cerveau en plus. Ouais, en 7 à 10 secondes. Il n'y a pas plus rapide comme effet. C'est plus rapide que le sucre? Ah, ça, je sais pas. Est-ce que c'est plus rapide qu'un shoot de sucre? Parce qu'ils ont fait récemment l'étude avec une canette de Coca-Cola et du sucre, qui était très addictif, ça arrêtait. Ah bah ça, le sucre, c'est pour ça aussi que le sucre est ajouté à la cigarette, sûrement pour justement faire en sorte que cette... Ah bah c'est sûr qu'il y a un lien, oui. J'ai pas les chiffres, mais c'est sûr qu'il y a un lien. En tout cas, l'objectif de l'industrie du tabac, c'est vraiment de créer ce shoot pour que le shoot de dopamine, parce qu'en plus il n'y a pas que de la dopamine qui est créée dans le cerveau à ce moment-là, il y a aussi de la sérotonine, de la noradrénaline, donc c'est vraiment un feu d'artifice dans le cerveau. Ah, c'est l'hormone du calme et du bien-être. C'est ça. Et la noradrénaline, c'est l'hormone de la vigilance et de la concentration. Donc on comprend que la cigarette puisse être assimilée comme un outil assez utile aux fumeurs. Est-ce qu'on a calculé le temps qu'il faut pour qu'on devienne accro, finalement? Est-ce que c'est immédiat? Parce que si on se rappelle les premières expériences qu'on a du tabac, on tousse, c'est pas agréable, finalement, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir vient après. C'est ça qui est assez dingue avec la cigarette, c'est qu'en fait, au début, la dépendance, elle est psychologique, elle est comportementale. On veut faire comme les autres. On veut accéder à un statut spécial en fumant, et donc on se force. On se force à fumer alors que c'est pas bon. Ça nous fait tourner la tête, ça nous donne mal au cœur. Mais voilà, comme vous dites, on se force. Après, la vraie dépendance, tout dépend de ce qu'on appelle, ce qu'on veut dire par dépendance. Si on parle de dépendance physique, oui, ça prend un peu de temps. Comme vous le disiez au début, moi j'ai pris ma première cigarette à 11 ans et je pense que je suis vraiment devenue accro quand j'avais 15-16 ans. Parce que ça va avec la consommation en fait. Plus elle est régulière, plus on va créer de récepteurs et voilà, plus ces récepteurs vont demander leur dose. Et c'est là que la dépendance physique arrive. Donc ça prend quelques années. Et la cigarette plaisir, c'est la plus vicieuse que d'autres. Mais sur une journée, sur un paquet de 20 cigarettes,
il y a combien de cigarettes plaisir? Ça Vous dépend demandez aux gens de faire d'ailleurs un petit peu recenser, parce que ça fait combien? C'est très important de recenser. En fait, ça dépend complètement des gens et ça dépend complètement de leur passif avec la cigarette. Si ça fait 1 an que les personnes fument, les cigarettes plaisir, c'est la majorité des cigarettes. Si ça fait 20 ans que vous fumez, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que la cigarette plaisir, en fait, il faut voir ce qu'on entend par cigarette plaisir. Si c'est vraiment la cigarette avec l'apéritif, le soir, avec ses amis, qui peut être assimilée cigarette plaisir, pour les gros fumeurs qui fument depuis très longtemps, la cigarette plaisir, c'est juste de combler le manque, de calmer ces récepteurs qui demandent leur dose. Donc c'est plus du plaisir. C'est plus du plaisir. Non. Mais vous savez, cette fameuse cigarette, encore je reviens à mon histoire de café, mais c'est la fameuse cigarette avec le café en fin de repas. Voyez. Et ça. Plaisir incroyable. Plaisir incroyable. Est-ce que c'est plaisir incroyable? C'est parce qu'il y a le mélange de ces deux goûts, du goût de la cigarette, le goût du café, et puis c'est surtout la satisfaction de répondre à une routine que le cerveau a créée. Donc finalement, on est dans le confort parce qu'on respecte sa routine. Alors, vous dites, et ça, c'est la première fois que je le lis, que si on veut s'arrêter de fumer, on peut y aller progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter du jour au lendemain. On peut complètement s'arrêter du jour au lendemain. Mais il n'y a pas d'obligation en fait. Il n'y a pas d'obligation. En fait, pendant très longtemps, on a dit que, et d'ailleurs c'est écrit sur les notices de substituts nicotiniques, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne peut pas fumer avec un patch. J'ai vu ça dans votre livre. Et voilà. Vous dites qu'on peut fumer avec un patch. Complètement. On peut complètement fumer avec un patch. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Il ne peut pas y avoir de catastrophe à prendre trop de nicotine. Encore une fois, le corps va très vite réagir en ayant mal au cœur, en envoyant des signaux, mal de crâne, choses comme ça. On ne va jamais faire de malaise, quoi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le cerveau est habitué à prendre sa dose de nicotine. Parce que, encore une fois, on a son propre historique avec la cigarette et qu'on ne va pas pouvoir prendre plus. Donc, si on met un patch qui ne va pas et tout combler et qu'on a encore de la place pour prendre des cigarettes, ça veut juste dire que le patch n'est pas assez fort. Et ces cigarettes-là, ça veut dire qu'on va prendre la dose de nicotine, la différence, et qu'on va aussi prendre l'équivalent en produits chimiques. Donc, on va se faire du bien à sa santé parce qu'on va prendre moins de produits chimiques. Mmh. Qu'est-ce qui fait du surplus de nicotine, l'organisme? Il ne le prend pas. Mais quand vous dites qu'il ne le prend pas, c'est-à-dire? Ça veut dire que, par exemple, on sait que... c'est pour ça qu'on recommande, quand on réduit sa consommation de cigarettes, de prendre un patch. Parce que si on ne prend pas de patch, en fait, le cerveau qui est habitué à prendre sa dose de nicotine va compenser en tirant plus sur les cigarettes, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et si vous avez un patch et que vous fumez votre cigarette, sans vous en rendre compte, vous allez tirer moins fort dessus. Donc vous allez prendre moins de nicotine. Ça s'appelle l'autotitrage. C'est que le cerveau sait prendre la bonne dose qu'il lui faut. Et le cerveau ne peut pas se passer du jour au lendemain de nicotine? Il peut complètement se passer du jour au lendemain sans nicotine, mais vous allez un peu souffrir. C'est que forcément, il va y avoir des symptômes de manque, parce que le cerveau va se réveiller en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de ma dose. » Donc on peut y aller progressivement. On peut associer le patch et la diminution progressive de cigarettes si on le veut. Complètement. Moi, dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est de prendre un patch inférieur à ce qu'on devrait prendre d'habitude. Et comme ça laisse de la place pour les cigarettes. Ça rallonge forcément le processus d'arrêt du tabac, parce qu'on va devoir laisser son cerveau fermer progressivement des récepteurs nicotiniques, et donc il va y avoir progressivement de moins en moins de place pour les cigarettes restantes. Une fois qu'on sera à 0 cigarette, on va entamer le processus de réduction avec les patchs. Mmh. Mais il faut doser quand même, donc il faut savoir quel patch on prend. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un tabacologue. Après, typiquement, en lisant le déclic anti-clope, on voit toutes ces informations-là. Il n'y a pas de règles. Ça, c'est votre site. Hein. C'est mon site, ouais. Il n'y a pas de règles. On part du principe que pour se doser, une cigarette égale 1 milligramme. Mais après, ça dépend des cigarettes qu'on fume, ça dépend de ce qu'on fume, ça dépend de la façon dont on tire dessus. Donc en fait, il faut vraiment écouter son corps. C'est le corps qui dit si on est satisfait ou pas, rassasié ou pas. Alors vous dites qu'on peut agir sur les symptômes de manque avec des méthodes naturelles. Oui, complètement. Il y a des personnes qui sont réticentes à utiliser de la nicotine. Moi je suis pas là pour leur imposer une méthode, ou c'est vraiment elles qui font comme elles l'entendent. Et il y a en effet des plantes qui peuvent aider à gérer les symptômes de manque, qui sont l'irritabilité, l'agitation, l'anxiété, les fringales, les troubles de la concentration, les troubles du sommeil et il y en a d'autres, l'humeur un peu dépressive. Bref, il y en a encore un autre. Irritable, quand même, on peut. Ça c'est sûr. Mais voilà, typiquement l'irritabilité, il y a plein de plantes qui peuvent aider. L'aubépine, le griffonia, des huiles essentielles, et on peut très bien se tourner vers ça. Ça demande un peu plus de boulot, parce qu'il faut cibler chaque symptôme. Est-ce que le confinement tel qu'on le vit, c'est un bon moment pour arrêter de fumer?
Moi, je pense que c'est un bon moment. Il y a beaucoup de fumeurs qui se disent en ce moment, je le sais, que c'est un peu trop dur d'arrêter de fumer maintenant parce que le contexte est un peu compliqué et tout ça. Mais moi, j'ai tendance à voir toujours ce qu'il y a de positif derrière toutes les situations. Et en fait, ce que je vois, moi, de ce confinement, c'est que c'est l'occasion de casser la routine. Et donc de casser la routine, de ne plus avoir malheureusement, ou en tout cas beaucoup moins de moments de convivialité. C'est un peu triste à dire, mais voilà, le fait de ne plus avoir ces instants de plaisir avec des copains permet de faire autre chose, de ne pas fumer pendant ces moments-là, de se rendre compte que finalement on s'en sort très bien sans, et de se préparer. Enfin, toutes les études qui viennent de sortir disent que le confinement et le télétravail renforcent les addictions. Ben oui, mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est malheureusement une fausse bonne raison de se réconforter, les addictions. Alors, on a longtemps cru que fumer des cigarettes light, c'était meilleur pour la santé. Et oui, c'est le marketing qui nous a fait croire tout ça. Oui, alors qu'en fait, c'est complètement faux. C'est encore pire que le reste, en fait, parce que on s'est rendu compte que les cigarettes light, c'est simplement des cigarettes qui ont des trous dans le filtre, des micro-trous. Et donc, en fait, quand elles sont testées en laboratoire et qu'on fait fumer les cigarettes par des robots, la fumée, il y en a beaucoup moins qui rentrent dans les capteurs. Non, évidemment, puisqu'il y a des petits trous, donc la fumée s'échappe en partie par les petits trous. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de goudron, beaucoup moins de nicotine qui est enregistré par les capteurs, alors qu'en fait, en vrai, quand on fume avec ses doigts, on bouche ces petits trous. Donc finalement, tout ce qui doit rentrer, rentre. Et comme c'est un peu plus dur de fumer une cigarette qui est percée, on tire plus fort. Et comme on tire plus fort, ça va plus loin. Et qui dit que ça va plus loin, dit que ça va toucher des parties de la zone respiratoire plus profondes qui vont être plus dures à traiter si jamais il y a des maladies. Donc ça crée des maladies qui sont plus compliquées à soigner. Donc faux. Ah oui, c'est faux. Vraiment une grosse arnaque. Les cigarettes light, c'est pas entre guillemets meilleur pour la santé. Non, et d'ailleurs ou pas moins mauvais en fait. Voilà, en tout cas, et puis ça fait longtemps maintenant qu'on n'a plus le droit de dire que les cigarettes sont light. C'est resté dans notre répertoire parce qu'on est habitué à voir. Maintenant, en plus, on n'a même plus de design sur les paquets, mais pendant longtemps, les Marlboro, par exemple, le light qui était doré, il n'y avait plus du tout écrit light dessus, mais on savait que les dorés étaient light. Farid est avec nous, 01 53 48 3000. Farid, bienvenue. Bonjour docteur. Justement, bonjour. J'interviens sur le tabagisme. Là, ça me fait. Je fumais pendant 39 ans. Oui. J'avais pas de toux, j'ai rien du tout. Bon, c'est rarement d'avoir une petite toux, mais les derniers temps, je commence à avoir un peu l'essoufflement dans les poumons. Ça fait une vingtaine de jours que je l'ai arrêté de fumer, sans badge, sans rien, et je me sens que ce qui a changé sur moi, c'est la vue, et je vois un peu plus clair qu'avant. Et puis, est-ce que j'aurais à voir encore un obstacle ou quoi? Parce que il paraît qu'il faut mettre quelque chose. Quand tu arrêtes, on ne peut pas arrêter d'un seul coup comme ça de fumer. Mais moi, j'ai arrêté d'un seul coup. Alors, voyez-vous, et ça ne fait rien. Il n'y a que la vue que je vois un peu plus qu'avant. C'est une très bonne nouvelle, ça. Et puis... il n'y a aucune raison, vous n'êtes pas obligé d'arrêter avec quelque chose. Si vous avez arrêté comme ça et que vous êtes bien comme ça, c'est très bien. Juste pour vous rassurer sur une chose, c'est que si vous toussez, si vous êtes un peu essoufflé, en fait, c'est un processus qui est normal. Quand on arrête de fumer, en fait, on arrête d'agresser ses poumons et les cils vibratiles qui sont dans les poumons, dans la zone respiratoire, renaissent. Et donc, en fait, là, vous êtes en train de nettoyer votre corps. Donc, c'est normal que vous toussiez, c'est parce que vous nettoyez les poumons. Donc ça va durer aller jusqu'à 3 mois peut-être un peu plus si vous avez fumé longtemps et beaucoup, ce qui semble être votre cas. Mais en tout cas 39 ans, disait voilà, Farid. 39 ans. Donc là, il va falloir un petit peu de temps de nettoyage. Mais voilà, a priori, c'est un processus qui est normal. Et puis pour votre vue, c'est super aussi. Et on sait en effet que le tabac, et en tout cas la fumée de cigarette, agit, un effet négatif sur énormément de parties du corps et aussi sur les yeux, avec de la sécheresse cutanée, pas du tout, oculaire. Donc là, c'est normal. Peut-être, on a la peau qui jaunit, mais... Aussi, mais en tout cas, voilà, que vous voyez mieux, c'est en effet très très probablement un effet positif de l'arrêt du tabac. Est-ce que vous avez un truc, quand même, Farid, qui vous aide ou pas du tout? Non, j'ai rien du tout. Je vous ai dit, ça fait une vingtaine de jours depuis que je suis arrêté de fumer. Je vous ai dit, même la toux, il est disparu, je touche pas, il n'y a rien. Même avant, quand je fumais, je touchais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Quand je commence à voir l'essoufflement, j'arrête 2-3 jours et après je refume. Mais là, depuis, je l'ai arrêté 20 jours. J'ai ni la toux, ni rien du tout, et je vois très clair. Et je mets même pas mes lunettes pour lire.
Voyez-vous. Dis donc. Et vous fumiez combien par jour, Farid ? Avant, je fumais un paquet. En plus, je suis diabétique. Hein. Ah oui, ça va vous faire du bien, ça. Alors, là, vous êtes plus riche, en tout cas. Vous êtes plus riche de 200 €. Bravo, en tout cas. Bon, Et, Farid, voilà, on lâche rien, comme on dit. Hein. Ouais, et c'est la preuve qu'il n'y a pas de règles. Faut vous écouter, et voilà, et vous êtes là, vous vous sentez bien, donc c'est génial. C'est un encouragement pour tout le monde. Et j'ai même pas envie de sentir chez quelqu'un qui fume. Ben, voyez-vous, donc je m'écarte. Je ne sais pas comment il est devenu amer. Ça fait 31 ans que je fumais, bon. Et j'ai 73 ans maintenant, donc alors, ça va. Mais c'est intéressant ce que dit Farid, parce que quand on arrête de fumer, ce qui pourrait pousser à avoir envie, c'est de sentir ou pas une odeur de cigarette parfois. Ou Complètement. C'est une blonde anglaise ou. Complètement, c'est les vieux souvenirs qu'a le cerveau avec la cigarette. Comme quand on sent un bon café et que ça nous donne envie de boire un café, hein, c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est pas forcément une question de dépendance, là, c'est de souvenirs. Merci Farid. Merci. Beaucoup de plaisir, à bientôt. Alors, s'arrêter de fumer, ça se prépare. Comment on se prépare à s'arrêter de fumer ? Quel est le plan d'attaque ? La première chose qui est très importante, c'est de travailler sa motivation. Alors la motivation, c'est un concept qui peut être un peu complexe. C'est pas simplement la volonté. On entend beaucoup ça. Pour le faire, il faut le vouloir. Ça peut être un peu réducteur et un peu anxiogène pour les gens parce que évidemment que pour faire quelque chose, il faut le vouloir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le travail des bonnes raisons. Il faut se sentir prêt, se sentir capable de le faire. Et pour se sentir prêt, donc voilà, il faut vraiment travailler à la fois ses bonnes raisons, mais aussi ses craintes. Il faut vraiment les regarder avec honnêteté et pas les mettre sous le tapis, pas faire l'autruche. Si on a peur de grossir, il faut se renseigner dessus et se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une crainte qui est fondée ou pas. Si on a peur de devenir irritable, se renseigner. Voilà, pareil, chercher de l'information et pour réduire ses craintes et finalement devenir plus fort et se sentir en confiance pour y aller. Et puis après, il faut analyser sa relation à la cigarette pour anticiper en fait les moments un peu compliqués qu'on va vivre et comme ça trouver les stratégies qui vont. Mais par exemple, si on liste les raisons qu'on a d'arrêter de fumer, est-ce qu'elles sont toutes motivantes de la même façon ? On peut dire finalement, voilà, je veux m'arrêter de fumer parce que c'est bon pour ma santé, parce que je fais des économies, parce que mes amis me le demandent, mes enfants me le demandent. Oui, alors vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est que dans la formulation de la bonne raison, il faut faire très attention. Il faut favoriser les je veux arrêter de fumer parce que. Il y a beaucoup de personnes qui disent il faut que j'arrête de fumer, je dois arrêter de fumer. Ça, pour moi, c'est pas des raisons qu'on peut pas avoir uniquement parce qu'on le fait pour quelqu'un d'autre, on le fait pour quelque chose qui est extérieur à nous. Pour vraiment avoir le feu, l'œil du tigre qui ne nous lâche pas, il faut arrêter pour soi. Donc après, ça ne veut pas dire que arrêter de fumer pour ses enfants n'est pas une bonne raison. Si mon médecin me le demande, c'est pas une raison suffisamment motivante ? Ça peut l'être, mais finalement, si vous le faites juste pour faire plaisir à votre médecin et que vous, au fond de vous, vous ressentez pas le besoin vital d'arrêter de fumer pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous faire du bien à la santé, pour gagner plus d'argent, pour tout ce que vous voulez, parce que après, les raisons dépendent de chacun. Si c'est pas pour vous, finalement, une fois que vous aurez arrêté de fumer, vous aurez toujours ce plaisir, cette envie de se souvenir du plaisir et vous allez dire, mais finalement, pourquoi je l'ai fait ? Je m'en fiche, moi, de ce médecin. Alors, comment on fait le tri parmi ces bonnes raisons de vouloir arrêter de fumer ? Déjà, on fait la liste de toutes les bonnes raisons. Et après, on les pondère. Moi, j'aime beaucoup la pondération. Je suis très scolaire dans mon approche. Donc, c'est vraiment de voir l'importance de chaque bonne raison, que ce soit la santé, que ce soit l'argent. Et après, on les pousse, on les travaille. Vous dites que la motivation, c'est comme une balance, hein. Ouais. D'un côté, il y a les bonnes raisons et de l'autre côté, il y a les craintes. Oui, c'est ça. Et en fait, le moment où les bonnes raisons d'arrêter de fumer vont dépasser les bonnes raisons de continuer, ça va être le déclic. Parce que ce déclic, il a un côté un peu magique, aussi un peu mystérieux. Il nous tombe dessus sans prévenir, sans crier gare. Alors qu'en fait, il se travaille. On peut très bien faire en sorte qu'il arrive plus vite, justement en travaillant, en allégeant les craintes et en faisant peser plus les bonnes raisons. C'est comme le régime, est-ce qu'il faut le dire aux autres ou est-ce qu'il faut trouver des alliés qu'on s'arrête de fumer ? Ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont beaucoup annoncé à leurs proches qu'ils arrêtaient de fumer, qui ont beaucoup repris la cigarette et qui en ont marre en fait de s'entendre dire que c'est ça, tu essayes encore et ça ne marche pas et qui ont envie de le faire tout seul dans leur coin. Très bien. Après, c'est vrai que d'avoir des personnes qui sont à côté de vous et qui vous soutiennent, qui vous valorisent, qui vous montrent à quel point vous pouvez être fiers de vous,
peut être un énorme plus. Moi, je dis vraiment que tout ce qu'on peut prendre, tous les soutiens qu'on peut prendre est bon à prendre. Oui, il y a ce que vous appelez, vous, les sponsors, par exemple. Quel est leur rôle ? C'est ça, c'est de vous faire gagner en confiance en vous, de vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez gagné, de tout ce que vous avez à gagner, à continuer. Parce que vraiment, chaque jour qui passe est un peu plus facile. Donc l'idée, c'est vraiment au début de voir au jour le jour. Je recommande aussi de télécharger des applications. Parce que même ces applications, avec des messages qui peuvent paraître très basiques, genre bravo, encore une journée, ou bravo, encore 10 € d'économiser, ça peut paraître bête, mais quand on arrête de fumer, ça peut nous aider à tenir, à résister à une envie très forte. Quels sont les bons coachs digitaux que vous connaissez, ou digital ? Écoutez, moi je trouve que l'application Tabac Info Service est très bien faite, elle est très très complète. J'aime beaucoup l'application Quit aussi, qui est très fraîche, qui a des jolies couleurs. C'est le cas de dire fraîche. Voilà. Mais voilà, il y en a plein d'autres, ça dépend, il y en a pour tous les goûts. On parle de fraîche parce que l'industrie du tabac, alors moi j'ai appris récemment que les cigarettes menthol ne pouvaient plus être vendues en France depuis le mois de mai, et que l'industrie du tabac les a remplacées par des cigarettes qu'on appelle fraîches. C'est ça, l'industrie du tabac flirte avec la légalité tout le temps. En fait, la menthe, pour eux, c'est très très important, parce que quand on pense à menthe, on pense à cigarette mentholée, sauf qu'en fait, la menthe, elle était dans toutes les cigarettes, dans des doses infimes. Ah, c'est vrai ? Oui, parce qu'en fait, la menthe anesthésie le système respiratoire, donc en fait, fait que on aspire plus facilement la fumée. Et en fait, c'est le fait qu'on n'ait plus le droit de vendre ces cigarettes mentholées et forcément leur poser un problème. Donc vous avez raison, on s'est rendu compte que maintenant ils avaient créé les cigarettes fraîches avec du papier imbibé de menthol qui va aller imprégner les cigarettes. C'est le paquet maintenant qui est mentholé, il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de techniques. Et le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais d'innovation plaisir pour le consommateur. C'est toujours dans le but de rendre une cigarette plus addictive. Donc, j'invite même les fumeurs qui pourraient eux-mêmes aller rajouter un petit buvard de papier imprégné d'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, dans leur cigarette, de ne pas le faire. Parce qu'en fait, ils vont reproduire le même effet qui va rendre leur cigarette plus toxique. Parce que, comme ça anesthésie la zone respiratoire, ça fait qu'on tire plus fort. Et c'est le même processus que la light, dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez, vous, les cigarettes pop-up ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces cigarettes pop-up ? Les cigarettes pop-up, généralement, sont liées au besoin, au manque physique de nicotine. C'est vraiment, une fois qu'on a classé toutes ces cigarettes, qu'on sait exactement à quoi elles correspondent, par exemple, que nous, on va être sujet aux cigarettes plaisir, sujet aux cigarettes anti-stress, qu'on a une dépendance physique et tout ça, voilà, qu'on a réparti nos cigarettes, un moment de la journée, quand on aura arrêté de fumer, surtout au début, on va avoir ces petites envies, comme un petit pop-up qui apparaît sur un écran d'ordinateur, qui va dire « Tiens, petite cigarette ». Parce que le cerveau a le souvenir de ces cigarettes qu'on prenait souvent à heure fixe et va se réveiller vraiment comme une alarme. Il va nous dire « Tiens, c'est l'heure de prendre une petite cigarette ». Et là, ce qui est drôle, et ce que vous expliquez, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre les routines qui sont utiles et les routines qui sont inutiles. Ah oui, là, c'est lui demander trop. En effet, lui, ce qu'il veut, c'est nous faciliter la vie. Donc il crée des automatismes pour pas que tous les jours on réfléchisse comme ça pendant des heures à ce qu'on doit faire, à comment on doit s'organiser pour arriver à l'heure au travail. Donc en fait, dès qu'on associe des choses, dès qu'on répète des scènes, lui les enregistre un peu comme un ordinateur. Donc on a des horloges finalement, à telle heure on aura envie d'une cigarette. Oui. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est que ces envies-là au début vont être assez fortes parce que le cerveau va pas comprendre pourquoi on répond pas, alors que pendant tant d'années on a été un bon petit chien à répondre gentiment à son cerveau. Là, il va envoyer des demandes assez fortes en disant il me faut ma dose. Mais très rapidement, il va comprendre que ça n'arrivera plus. Donc le conseil, c'est vraiment de ne plus refumer en fait. À partir du moment où on arrête, plus on tient sans cigarette, plus le cerveau va vite défaire ces associations. D'accord. Mais comment est-ce que vous gérez une cigarette pop-up ? Alors, là, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, ce qui peut être vraiment... En stratégie, je veux dire. Ouais. Ce qui peut être vraiment tenace, c'est vraiment les envies physiques. Là, on parle plutôt d'envies comportementales. Et ça, c'est des envies qui passent. Au début, en 5 minutes, et puis après, rapidement en 4, puis 3, puis 2. Donc, c'est vraiment une question de patience. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire une liste de choses qu'on peut faire pour obliger son cerveau à penser à autre chose. Donc ça peut être des choses très bêtes, ça peut être de dire je vais à la fenêtre respirer un coup, je vais à la machine à café prendre un café, je vais boire un verre d'eau, je vais appeler quelqu'un. Mais c'est d'avoir anticipé ça et de se dire, voilà, le jour où j'aurai une envie comme ça qui va arriver et qui va me prendre à la gorge un peu, et encore c'est un peu fort, de tout de suite se lever et de dire à son cerveau, envoyer un message à son cerveau en disant je ne répondrai pas à
oublie tout de suite cette demande, petit cerveau, je ne répondrai pas. Et donc ça se désinstalle en combien de temps à peu près ? C'est très rapide. Après, je pense que ça dépend complètement des gens, mais je pense que c'est une affaire d'un mois, de quelques semaines. Mais est-ce que ça revient à remplacer une habitude par une autre ? C'est une bonne solution de remplacer une habitude par une autre, parce que toutes les habitudes ne sont pas mauvaises. C'est une stratégie d'ailleurs pour toutes ces cigarettes comportementales, en effet, de troquer la cigarette par autre chose, de moins nocif. Donc ça veut dire arrêter de fumer, ça veut dire désinstaller certains automatismes et certaines envies. Complètement. Oui, c'est de défaire ces automatismes. C'est pour ça qu'il y a des méthodes qui peuvent être très utiles là-dessus, comme l'hypnose, qui est très utile pour justement défaire les nœuds que le cerveau a créés. Ceux qui nous écoutent peut-être sont des fumeurs, mais ils savent pas s'ils sont dépendants ou pas. Comment est-ce qu'on sait si on est dépendant et comment est-ce qu'on peut évaluer la dépendance et le rapport qu'on a à la cigarette ? Si on parle de dépendance physique, la dépendance comportementale, on l'a tous, parce qu'on a tous commencé par là. Donc on a tous un rapport plaisir ou un rapport doudou, anti-stress à la cigarette, ou même ces fameuses habitudes qu'on a créées avec le café, avec l'alcool, avec sa voiture. Pour savoir si on est dépendant physiquement, en fait, il faut écouter son corps. Est-ce que dans la journée, déjà, est-ce qu'on fume de façon régulière toute la journée, une même dose de cigarette toute la journée, tous les jours ? Donc déjà, ça c'est un bon indice. Est-ce qu'on fume le matin ? Est-ce qu'on a vraiment l'envie la plus forte, la cigarette la plus importante, c'est celle du matin ? La première cigarette du matin, ouais. Et ouais, parce qu'en fait, pendant la nuit, le cerveau a éliminé toute la nicotine. Donc le matin, au réveil, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir sa dose pour réatteindre le fameux palier auquel il est bien. Il y a ça. Ensuite, il y a les symptômes. Est-ce que dans la journée, on ressent des symptômes de manque ? Est-ce que quand on demande à des amis de nous décrire, de décrire un peu notre comportement, est-ce qu'il va dire de nous qu'on peut être un peu irritable, un peu ronchon, un peu mélancolique, toutes ces choses-là, en fait, peut-être que c'est pas votre caractère, peut-être que c'est juste le fait que très souvent dans la journée, vous êtes un peu en manque de nicotine et que par réflexe, parce que vous avez l'habitude depuis longtemps, vous y répondez par une cigarette, mais qu'en fait c'est un symptôme de manque et qu'une fois que vous aurez arrêté de fumer et que vous serez sevré, ça va disparaître. Et là aussi, il faut un certain temps pour que finalement il faut un certain temps pour que le cerveau se sevre. Voilà. Mais on dit, alors on a longtemps dit qu'il fallait 3 semaines. Le premier qui a pondu le concept, il disait que c'était 3 semaines pour désinstaller une habitude. On s'est rendu compte aujourd'hui que ça prenait quand même un peu plus que ça, qu'il fallait peut-être le double. Ouais, surtout que là vous parlez d'habitude. Là, on parle pas d'une habitude. Là, je parle de dépendance physique. Donc la dépendance physique, on parle vraiment des récepteurs qui doivent se fermer, et on dit plutôt que c'est 10% des récepteurs qui se ferment chaque mois. Donc on voit que c'est un processus qui est un peu... Enfin, c'est un chiffre que j'ai entendu. Donc ça voudrait dire 10 mois. Oui. Si on veut que 100% des récepteurs se ferment. Ouais, après voilà, je pense que ça dépend complètement des gens. Ce qu'on sait aussi, c'est que par exemple pour les patchs, on recommande de rester 1 mois par palier. Donc dans ces cas-là, on est plus sur 3 mois de traitement. Donc, en fait, il faut écouter son corps. Ce qui fait peur aux gens, le plus souvent dans l'arrêt du tabac, c'est de prendre du poids. Est-ce qu'on grossit quand on s'arrête de fumer et pourquoi ? Alors déjà, la prise de poids n'est pas du tout automatique. En fait, la cigarette a un avantage, c'est qu'elle permet de griller des calories. Donc en fait, quand on fume, on brûle naturellement plus de calories qu'un non-fumeur. Donc c'est ce qui fait que quand on arrête de fumer, on retrouve son poids de forme qui équivaut à 2, 3, 4 kilos supplémentaires, mais pas plus. Il y a beaucoup de personnes qui prennent pas de poids. Voilà. Après, un des symptômes de manque, c'est les fringales, de manque physique. Et donc on peut se retrouver, si on est dépendant physiquement, qu'on ne prend pas de nicotine, à avoir des envies féroces de manger vraiment des grosses faims. Et donc dans ces cas-là, on mange plus. Et donc comme on mange plus, on grossit. Après, l'autre problématique qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut avoir une tendance à combler l'ennui, à tromper l'ennui, en se tournant vers le frigo, parce que on a besoin de cette oralité, on a besoin de s'occuper, d'avoir quelque chose en bouche, voilà. Mais après, c'est pas quelque chose qui va apparaître avec l'arrêt de la cigarette. Généralement, c'est quelque chose qui existe déjà en nous. On sait qu'on a cette tendance-là quand ça va pas, par exemple, à aller prendre quelque chose de sucré et donc ça, il faut l'anticiper. C'est aussi à ça que sert la préparation, c'est de se dire, est-ce que c'est un risque pour moi ? Et si ça l'est, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme autre occupation pour ne pas mettre la tête dans le frigo ? Et on l'a dit tout à l'heure, la cigarette est souvent une béquille. Quand ça va pas, instinctivement, on va prendre une cigarette. Oui. Déjà parce qu'en effet, elle fait du bien au cerveau, parce qu'elle va provoquer la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine. Donc il y a vraiment en effet un cocktail chimique a priori positif dans le cerveau, même s'il vient combler un manque. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme la cigarette crée un manque, elle nous met dans un état de stress, que
on va soigner avec la cigarette. Donc en fait, c'est vraiment le pompier pyromane, la cigarette. Elle crée un manque qu'elle-même va réparer. Combler, ouais. Ouais. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions directes au 01 53 48 3000. Que se passe-t-il pour le cerveau la première semaine sans tabac ? On s'arrête de fumer, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Il est un peu perturbé, le petit chéri. Il est un peu perturbé parce que, après, si on prend de la nicotine, qu'on est dépendant physiquement et qu'on prend de la nicotine, il est quand même plutôt serein. Parce qu'il a beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de pics comme ça, beaucoup moins d'énervement. Donc il est mieux. Mais il y a toujours ces automatismes, ces vieux réflexes, ces vieilles routines, les fameuses cigarettes pop-up qui vont arriver en disant qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que là, avec mon café, j'ai plus ma cigarette ? Il va être un peu perturbé. Mais il faut prendre ça en main et en se disant voilà, c'est pas grave, c'est un nouveau moment, c'est des nouvelles routines, je vais casser tout ça. Donc c'est un petit jeu du chat et la souris pendant un petit peu de temps où on va jouer avec son cerveau, on va le perturber un peu plus encore pour qu'il oublie encore plus vite la cigarette. Vous, ce que vous préconisez, c'est justement de faire sa stratégie suffisamment longtemps à l'avance pour bien gérer au moment où on s'arrête de fumer. Voilà, pour pas être surpris le moment où une envie va arriver, de ne pas être pris au dépourvu et de savoir exactement ce qu'on fait. Cette étape de la préparation, donc une fois qu'on a terminé la préparation, qu'est-ce qu'on a ? On a un plan d'attaque ? Oui, on a un plan d'attaque. Moi, j'ai représenté dans le livre la dépendance par un diamant, en disant donc, vous dites à tout le monde, taillez votre diamant. Voilà, parce qu'en fait, le diamant, chaque diamant est unique parce que la taille du diamant avec ses facettes est unique. Et la dépendance, c'est la même chose. Tous les composants sont connus, mais la relation que vous avez avec la cigarette, elle est unique parce que vous allez avoir, par exemple, le café, la voiture, la somme de tout ça est unique. Et moi, vraiment, c'est encore une fois de travailler là-dessus de façon très scolaire et de dire pour mes cigarettes voiture, je vais faire ça. Pour ma cigarette café d'après déjeuner, je vais la troquer par un carré de chocolat. Ma cigarette du matin, mon café du matin, je vais aller le prendre dans mon salon plutôt que de ma cuisine. Mes soirées entre amis où j'avais tendance à prendre de l'alcool, et donc à fumer plus, je sais maintenant que ça va exciter un peu mes récepteurs et que ça va être plus dur pour moi. Donc, je vais prendre peut-être une cigarette électronique avec un peu de nicotine dedans ou de la nicotine orale, un spray par exemple qui est assez rapide, assez efficace rapidement. Bref, trouver ces petites choses pour toutes les situations qui peuvent être compliquées, à risque. Donc, il faut identifier toutes ces cigarettes de la journée, toutes les situations qui pourraient déclencher un acte de cigarette et travailler sur la réponse qu'on y apporte. C'est ça que vous voulez dire ? C'est ça. Et vraiment être préparé, comme si on préparait un match de boxe. Donc vous distinguez plusieurs styles de cigarettes. On a parlé de la cigarette pop-up, la cigarette Pavlov, donc c'est la fameuse cigarette café. C'est associer la consommation d'un autre produit ou le fait de vivre une autre situation avec la cigarette. Typiquement, là, ce dont j'ai parlé, le café, l'alcool, le fait de fumer en voiture. Ça, ces cigarettes-là, on va les identifier beaucoup plus facilement une fois qu'on aura mis un patch, parce qu'en fait, c'est celles qui vont rester, où il va y avoir des envies qui vont apparaître comme ça, comme un petit flash, et il va falloir identifier le stimulus qui se cache derrière. Parce que parfois, on n'en a pas conscience. La cigarette voiture, c'est, on n'a plus d'espace de liberté. La voiture reste le dernier espace de liberté qu'on a, où on fait ce qu'on veut dans sa voiture. Oui, et puis c'est le fait de façon réflexe d'allumer une cigarette dès qu'on rentre dans sa voiture. C'est Pavlov, c'est vraiment c'est une connexion, c'est une association que le cerveau crée. Avec du recul, quel usage faire de la cigarette électronique ? Est-ce que c'est un bon ami ou un faux ami ? C'est un bon ami. Il y a beaucoup de mauvaises informations sur la cigarette électronique. La cigarette électronique, c'est un outil de sevrage qui est infiniment moins dangereux que la cigarette, qui n'est pas totalement inoffensif, puisque c'est pas de l'oxygène qu'on inhale, mais qui est infiniment moins dangereux, ne serait-ce que pour la différence de composition des deux produits, en fait. Dans la cigarette, on a 4800 produits chimiques dans la fumée, qui sont une poubelle de déchets, l'ammoniac, le polonium, le cadmium, le monoxyde de carbone, les goudrons. Et de l'autre côté, on a du propylène-glycol, de la glycérine végétale, de l'eau, parfois de la nicotine si on veut en mettre, parfois de l'alcool, qui sont de forme pharmacologique, donc inoffensifs, et des arômes alimentaires. Et en fait, les arômes alimentaires en France sont ultra contrôlés avec la norme AFNOR. Donc vraiment, c'est des normes qui évoluent constamment pour garantir la sécurité des vapoteurs. Donc ça n'a rien à voir avec la cigarette. C'est pas totalement inoffensif parce que c'est des arômes alimentaires, donc ils n'ont pas vocation a priori à aller dans les poumons, mais c'est incomparable. Donc là, finalement, parce qu'il y a les études, en fonction des études, on ne sait pas si c'est bon ou moins bon pour la santé.
sur la cigarette électronique. Donc, Non, c'est sûr que si on compare à la cigarette, ça n'a rien à voir, c'est moins dangereux. Et puis ce qu'il faut se dire derrière, c'est malheureux, mais c'est la cigarette électronique fait beaucoup de tort à l'industrie du tabac et à l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est deux lobbies qui ont beaucoup d'argent et qui, potentiellement, peuvent faire de la désinformation. Et on peut rajouter de la nicotine donc, dans la cigarette électronique. Bien sûr. L'objectif de la cigarette électronique, c'est quand même d'en faire un outil de sevrage, donc de mettre de la nicotine dedans pour réduire petit à petit la dose qu'il y a dedans pour sevrer ces récepteurs nicotiniques, exactement comme le fait le patch. On va parler de la chicha. On a toujours cru à tort que la chicha, c'était moins mauvais pour la santé. Il y a de la nicotine dans la chicha ? Oui, il y a de la nicotine, c'est ça qui rend accro. Il y a de la nicotine et en effet, on pense que c'est moins toxique alors qu'en fait, ça l'est plus. C'est-à-dire que les gens qui fument de la chicha n'ont pas toujours l'impression de fumer. Et oui, parce qu'il y a des fausses informations qui circulent dessus. On pense, on entend souvent dire que l'eau filtre les particules, sauf qu'en fait, l'eau filtre les grosses particules, mais pas les micro-particules. Et les micro-particules sont les plus dangereuses, puisque ce sont celles qui vont aller se nicher bien profondément. Sans compter que le tabac est plus riche en produits chimiques que celui de la cigarette, parce qu'il y a des agents humectants, il y a des arômes qui, eux, sont beaucoup moins contrôlés que ceux de la cigarette électronique. Donc en fait, c'est beaucoup plus chargé en produits chimiques de fumer de la chicha. Et on estime même qu'une bouffée de chicha équivaut à une cigarette. Donc c'est énorme. Sans compter qu'il y a la chicha fait partie d'un rituel. C'est généralement fumé dans des moments de convivialité, ou sinon, en tout cas, il y a une ritualisation. Je ne sais pas si ça se dit autour de ça. C'est sympa, c'est un moment agréable. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de comportemental aussi et de psychologique. Et donc là, comment vous travaillez sur cette partie comportementale ? Après, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que ça demande beaucoup. Par exemple, pour les personnes qui fument beaucoup de chicha dans des cadres conviviaux avec des amis, c'est sûr qu'il va y avoir un petit moment où il va falloir mettre un peu le holà dessus pour juste laisser le temps au cerveau de défaire un peu ses associations et d'être plus cool, parce que sinon la personne ça va être quand même très compliqué pour elle au début d'être dans un bar à chicha ou d'être avec des copains qui fument la chicha et eux de ne pas fumer. Ça va être compliqué. Alors aujourd'hui, on connaît bien les principes qui rendent addict en fumant. Est-ce qu'il y a un arsenal de médicaments qui permettent justement d'accompagner celui qui voudrait s'arrêter de fumer ? Il y a 2 médicaments qui sont connus, qui sont le Champix et le Ziban, qui sont prescrits pour le Champix en 2e intention après les patchs, avec un arrêt infructueux au patch, et le Ziban en 3e intention. Voilà, donc ça c'est prescrit par des médecins. Donc ça, moi, je ne peux pas le prescrire. De toute façon, je ne peux pas prescrire. Moi, voilà, en tant que tabacologue, c'est pas votre compétence. Voilà, moi, je suis tabacologue, mais pas médecin. Mais après, si on veut arrêter avec le Ziban et le Champix, il faut aller voir un médecin qui vous le prescrira. Mais ça existe. Ça existe. Après, la problématique un peu avec ces médicaments, et notamment avec le Champix, c'est qu'il agit comme un bouchon qui va aller boucher les récepteurs. Donc en fait, il a un côté un peu magique, c'est qu'on n'a plus envie de fumer, on n'a plus de plaisir à fumer en fait avec le Champix. Et comme ça coupe tout d'un coup, on ne réfléchit pas à toute sa dépendance psycho-comportementale en parallèle. On se dit, tiens, c'est réglé. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'ils ont arrêté le traitement, se retrouvent à une soirée et tout ça, ils se disent, tiens, je peux très bien en refumer une, et patatras. N'ont pas fait ce travail de préparation qui était nécessaire. Alors justement, on est à une soirée, on en refume une, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Déjà, on se dit, c'est foutu pour foutu, je vais fumer un paquet. Non, on évite. Déjà, alors on est gentil avec soi-même, comme toujours. C'est pas la catastrophe. Déjà, surtout si on met un patch, on n'enlève pas son patch. Parce que ça, c'est la dernière chose à faire, parce que si on enlève son patch, à ce moment-là, le cerveau va baisser, la nicotine dans le cerveau va baisser et on va avoir besoin de beaucoup plus de cigarettes pour réatteindre son fameux palier. Donc on garde son patch et comme ça, on va fumer dessus ce qu'on peut fumer. Si on est bien dosé en patch, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de place pour la nicotine et on va vite se sentir un peu nauséeux. Donc ça va être aussi peut-être une bonne façon de ne pas reprendre du tout. Et surtout, si on en reprend une, si on en reprend 2 à une soirée, c'est pas grave. On prend ça comme un indice, comme une source d'information, et on analyse ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on est très sensible aux soirées, qu'on est très sensible peut-être à l'association alcool-cigarette, et donc on prendra d'autres mesures pour la prochaine soirée. Mais voilà, il faut prendre ça comme un learning, comme quelque chose qui nous apprend quelque chose. Oui, et donc voilà, on travaille sur ces informations. Voilà. À quel moment on est un ancien fumeur ? À quel moment est-ce qu'on peut dire, voilà, je suis un ancien fumeur ? Je sais pas, ça dépend de tous. Ça dépend si on est prudent, si on n'est pas prudent.
Moi, je rêve encore souvent que je fume. Cette nuit encore, je rêvais que je fumais. C'est vrai ? Ouais. Combien de temps après ? Moi, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais bon, après, il faut dire que je parle de cigarettes toute la journée. Donc, Oui, c'est vrai. Donc après, je cherche un peu la petite bête. Non, je pense que moi, ce que je dis, c'est que généralement, pendant 1 an, il faut se considérer comme fumeur en cours d'arrêt pour vraiment maintenir la vigilance à son top. Parce que si on se dit trop rapidement, là c'est bon, c'est réglé, on va peut-être être moins vigilant, voilà, et peut un peu plus facilement glisser sur une peau de banane qui traîne, une soirée entre amis, un petit coup de stress et tout ça. Après, si on est vigilant plus longtemps, tant mieux, mais voilà, en tout cas pendant 1 an, d'être vraiment concentré là-dessus, à se dire c'est le projet du moment. Voilà, et puis profiter du confinement donc pour se préparer à un possible arrêt du tabac. En lisant votre livre, J'arrête de fumer facilement et pour de bon, 21 jours pour avoir le déclic, aux éditions Erol. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez également regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on rappelle l'adresse de votre site, Alice. Le déclicanticlope.com. Déclic Anticlope. C'est chantant. C'est chantant, ouais. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée santé sur Beurre FM.